Les cris étaient assourdissants. Les casiers claquaient, les pieds martelèrent les couloirs, et Michael Reynolds pouvait à peine entendre sa propre respiration dans ce chaos. Il ne réfléchissait pas, il courait, tout simplement, vers les coups de feu, vers les enfants. 3 petits, âgés de 6 ou 7 ans peut-être, étaient figés au milieu de la cour de récréation, trop terrifiés pour bouger. Michael s'est jeté entre eux et le danger, utilisant son propre corps comme bouclier. L'un des tireurs s'est retourné et a levé son arme. L'instinct a pris le dessus. Michael s'est précipité sur lui, l'a plaqué au sol et lui a arraché son arme. Quelques secondes plus tard, les sirènes ont retenti et la police a pris d'assaut les lieux. Mais au lieu d'éprouver un sentiment de soulagement, Michael a senti le métal froid se resserrer autour de ses poignets. Il était menotté, forcé de s'agenouiller. Personne ne lui a posé de questions. Du sang sur son uniforme, des enfants qui pleuraient derrière lui, des flashs d'appareils photo. Quelqu'un a crié « Il a agressé le suspect !» Et juste comme ça, l'homme qui avait risqué sa vie a été traité comme un ennemi. Alors que Michael était assis à l'arrière de la voiture de police, sous le choc, il a entendu la voix faible d'un enfant qu'il venait de sauver. Pourquoi l'emmène-t-il? Il n'avait pas de réponse. Et ce n'était que le début. Si cette histoire vous a déjà bouleversé, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire vraie qui secoue, émeut et inspire. Ce ne sont pas seulement des vidéos, ce sont des voix qui doivent être entendues. Rejoignez-nous, vous avez votre place dans cette vérité. Michael Reynolds n'avait jamais prévu d'être un héros. Il ne se voyait pas ainsi. À 38 ans, il essayait simplement de reconstruire une vie brisée de 1000 façons. Il vivait seul dans un modeste appartement dans un quartier calme d'Indianapolis. Ses matinées commençaient par un café noir et le silence. Les murs étaient nus, à l'exception d'une seule photo. Lui, en uniforme, tenant dans ses bras sa fille nouveau-née, Emily. Cette photo datait de plus de 10 ans. Emily vivait désormais avec sa mère. Michael la voyait un week-end sur 2, si Sarah le lui permettait. Il avait servi 2 fois en Afghanistan. Dans l'armée, il était le sergent Reynolds, discipliné, précis, fiable, mais la guerre l'avait changé. Après une mission qui avait mal tourné, Michael était rentré chez lui avec plus que des cicatrices physiques. Les cauchemars ne cessaient jamais. La culpabilité ne le quittait pas. Finalement, il avait été réformé, jugé inapte au service en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. La vie civile lui était étrangère. Il passa d'un emploi à l'autre jusqu'à ce qu'il trouve un poste d'agent de sécurité dans une école primaire locale. Ce n'était pas très glamour, mais cela lui donnait un but. Protéger les autres était quelque chose qu'il savait faire. Il gardait la tête baissée, faisait son travail et restait invisible. Les enseignants le respectaient. Les enfants l'appelaient « Monsieur Mike ». Certains parents ne savaient même pas qu'il existait. Mais chaque jour, il surveillait la cour de récréation comme un faucon. Il scrutait chaque entrée, chaque voiture garée, chaque inconnu. Non par paranoïa, mais par devoir. Parce qu'il savait ce qui pouvait arriver quand les gens baissaient leur garde. Plus que tout, Michael voulait qu'Emily soit fière de lui. Son rire, ses histoires drôles, la façon dont elle se jetait dans ses bras lui manquaient. Désormais, leur conversation était courte, prudente, contrôlée par Sarah et son nouveau mari, David, que Michael enviait secrètement. Il ne causait jamais de problème. Il ne ripostait jamais. Il pensait que s'il continuait à prouver qu'il était stable, digne de confiance, fiable, peut-être qu'un jour, il serait autorisé à revenir dans la vie de sa fille, pour de bon. C'était l'espoir qui le poussait à se lever chaque matin. Et lorsque le jour de la fusillade arriva, cet espoir brûlait toujours en lui. Michael n'avait jamais rêvé de médailles ou de défilés. Il ne voulait pas d'applaudissements. Ce qu'il désirait, c'était la paix, celle qui ne s'accompagne pas d'un uniforme, d'ordre ou du poids de la vie d'autres personnes entre ses mains. Il voulait simplement être à la hauteur pour sa fille. C'était son rêve. Chaque vendredi, avant d'aller chercher Emily, il nettoyait sa voiture comme si c'était un objet sacré. Il essuyait le tableau de bord, passait l'aspirateur sur les sièges, achetait ses collations préférées, du jus de raisin et des biscuits en forme d'animaux.
Ses week-ends étaient tout pour lui. Pendant 48 heures, il n'était pas un ancien combattant avec un lourd passé. Il était simplement papa. Il voulait plus que ça. Il voulait de la stabilité. Il voulait être à nouveau présent dans la vie de sa fille et pas seulement un visiteur. Peut-être même obtenir un jour la garde partagée. Mais il savait que cela prendrait du temps, de la patience et de la confiance. Il n'a donc jamais insisté. Il n'a jamais donné à Sarah une raison de douter de lui. Il était toujours à l'heure. Il n'élevait jamais la voix. Il disait « merci » même quand cela lui faisait mal. À l'école, il est devenu une figure discrète. Le directeur lui a dit un jour « Je dors mieux quand je sais que vous êtes à la porte d'entrée ». Cela signifiait beaucoup pour lui. Michael croyait que s'il continuait à se montrer, à être constant, la vie le récompenserait. Peut-être pas par de grandes victoires, mais par des moments qui comptent. Il s'imaginait assister au spectacle de danse d'Émilie, l'aider à faire ses devoirs, être présenté comme son père sans hésitation. Il ne voulait pas être parfait, juste présent. Il avait commencé un petit carnet où il notait des pensées, des leçons qu'il voulait qu'Émilie apprenne un jour. Des choses comme « le courage ne se crie pas » et « pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir la paix ». Il espérait qu'elle le lirait un jour, quand elle serait plus grande. Peut-être même qu'elle le comprendrait mieux. Ce rêve lui permettait de garder les pieds sur terre. Quand les cauchemars venaient, quand le poids de son passé menaçait de l'écraser, il imaginait le visage d'Émilie, son sourire en coin, la fossette sur sa joue gauche. Cela suffisait à le faire tenir bon. Mais même les rêves les plus soigneusement construits peuvent s'effondrer sans crier gare. Les fissures ont commencé à apparaître subtilement lors d'une soirée parents-professeurs à l'école. Michael a aperçu Émilie de loin, tenant la main de sa mère. Elle l'a montré du doigt en souriant, mais Sarah l'a rapidement éloignée. Puis David s'est interposé, posant une main sur l'épaule d'Émilie, comme si c'était la sienne. Michael est resté en retrait, ravalant la douleur qui lui serrait la gorge. Il s'est dit que tout allait bien, que cela faisait partie du processus, mais quelque chose avait changé en lui. Son rêve était toujours vivant, mais maintenant, il semblait fragile. Une semaine après cette soirée, Michael reçut un appel de l'administration de l'école. Une plainte avait été déposée. Un parent affirmait qu'il avait regardé son enfant d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Aucun détail, aucun contexte. Juste un rapport officiel et un avertissement lui enjoignant de rester professionnel en toutes circonstances. Michael est resté assis dans sa voiture pendant près d'une heure après cette réunion. Le moteur éteint, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'était pas en colère, il était anéanti. Ce travail était la seule chose qui le maintenait à flot, et maintenant, même cela semblait pouvoir lui échapper sans raison. Il n'en a parlé à personne, ni à Sarah, ni à Émilie. Il ne voulait pas donner à Sarah une raison supplémentaire de tenir Émilie à distance. Au lieu de cela, il passa le week-end à sourire comme si de rien n'était, même si chaque fois qu'Émilie riait, il se sentait plus éloigné de son monde. Puis vint le pire moment. C'était un jeudi pluvieux. Il se tenait sous l'auvent de l'école, regardant les parents arriver pour récupérer leurs enfants. Lorsque David s'arrêta, Émilie courut vers lui, son sac à dos rebondissant. Michael lui fit un petit signe de la main. Émilie s'arrêta, lui rendit timidement son salut, mais Sarah ouvrit rapidement la portière passager et l'appela à l'intérieur. Alors que la voiture s'éloignait, Michael aperçut Sarah jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, juste une seconde. Ce regard n'était pas de la peur, c'était du mépris, c'était définitif. Ce soir-là, quelque chose en lui se brisa. Il s'assit à la table de la cuisine avec une bière qu'il ne buvait pas, fixant son cahier. Il feuilleta les pages de conseils qu'il avait écrits pour Émilie. « Reste gentille, même quand ça fait mal. La vraie force, c'est de savoir quand demander de l'aide. » Et pour la première fois, il ne croyait pas un mot de tout cela. À quoi bon essayer d'être bon quand le monde vous traite comme une menace? Quand les gens ne voient que vos cicatrices et non la guérison qui se cache derrière? Il dormit à peine. Le lendemain matin, ses mains tremblaient tandis qu'il laçait ses chaussures. Chaque bruit dans le couloir lui semblait plus fort, plus aigu. L'école ne lui semblait plus sûre, pas pour lui. La confiance qu'il avait bâtie, les progrès discrets qu'il avait accomplis.
Tout cela semblait pouvoir être effacé par un malentendu, une rumeur, une erreur. Il se battait pour une vie qui ne semblait pas vouloir de lui. Et dans cet espace de doute et de silence, les vieilles pensées, les pensées sombres, ont recommencé à s'insinuer dans son esprit. C'était un lundi matin comme les autres, nuageux, calme, routinier. Michael arriva à l'école avant le lever du soleil, comme toujours. Il effectua ses vérifications habituelles, portail, périmètre, caméra de sécurité. Tout semblait normal. Mais alors qu'il se tenait près de l'entrée, regardant les enfants arriver avec leur sac à dos trop grand pour eux et leur sourire trop pur pour ce monde, il sentit une boule dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. À 9h12, la journée bascula. Le premier bruit ne ressemblait pas à un coup de feu, plutôt à quelque chose de lourd qui tombait. Mais le deuxième ne laissait aucun doute. Des cris suivirent, stridents, paniqués, réels. Puis vint le silence entre les coups de feu suivants. Ce silence terrible. Michael se mit à courir. Il a couru dans le couloir, a dépassé la bibliothèque. Il a tourné au coin et s'est figé pendant un instant. Un adolescent, à peine plus qu'un garçon, tenait une arme à feu et criait de manière incohérente. Les enfants se sont dispersés. Un enseignant protégeait un groupe d'élèves de CP derrière une porte. Mais 3 enfants s'étaient échappés, trop effrayés pour bouger. Ils étaient figés au milieu de la cour de récréation. Michael n'a pas réfléchi. Il a sprinté dehors, a rejoint les enfants et les a pris dans ses bras. « Restez baissés, ne bougez pas », a-t-il murmuré d'une voix ferme mais tremblante. Le tireur est sorti sur le trottoir. Michael s'est levé, les mains en avant, essayant de désamorcer la situation. Mais lorsque l'adolescent a de nouveau pointé son arme vers les enfants, quelque chose de primitif a pris le dessus. Michael s'est précipité. La lutte fut rapide et brutale. Il plaqua l'adolescent au sol, l'arme glissant sur le béton. L'adrénaline brouillait tout. Il utilisa la force, il le fallait. Il immobilisa le garçon, criant à l'aide, demandant à quelqu'un d'appeler la police. Lorsque les sirènes arrivèrent enfin, Michael leva immédiatement les mains. « Il est désarmé !» cria-t-il. Mais les policiers ne regardèrent pas le garçon. Ils regardèrent Michael. À terre. Maintenant, désorienté, il obéit. Le visage contre le sol. Un genou dans le dos. Les menottes serrées autour des poignets. Un policier marmonna, suspect en état d'arrestation. Un autre donna un coup de pied dans l'arme, mais ne regarda pas le gamin à terre, qui pleurait, immobilisé sous le genou de Michael. Le directeur arriva, essoufflé. « Attendez, c'est notre agent de sécurité !» Mais il était trop tard. Les caméras de télévision étaient déjà là, immortalisant la scène. Michael, ensanglanté, menotté, entouré de policiers. Les gros titres ne se firent pas attendre. Un homme maîtrise un adolescent armé, mais a-t-il utilisé une force excessive? Héros ou menace? Un agent de sécurité recourt à la violence dans une école. Sarah ne répondait pas à ses appels. Lorsqu'elle finit par décrocher, sa voix était glaciale. « Je ne peux pas laisser Émilie près de toi pour le moment. J'espère que tu comprends. » Il a été suspendu de ses fonctions pendant l'enquête. Il a été accusé d'usage excessif de la force, ayant entraîné des blessures sur un mineur. Cette nuit-là, Michael était assis seul dans une cellule, les vêtements tachés, les poignets à vif. Il repassait la scène dans sa tête encore et encore. Qu'aurait-il pu faire différemment? Aurait-il dû attendre, hésiter? Mais il n'avait pas hésité. Et grâce à cela, 3 enfants étaient en vie. Pourtant, il ne ressentait que de la honte. L'opinion publique a rapidement basculé. Certains le qualifiaient de héros, d'autres de danger public. Les talk-shows débattaient de ses choix. Les commentaires étaient cruels. Encore un vétéran violent, disait l'un d'eux. Il joue à Rambo. Il a été libéré sous caution, mais interdit d'approcher l'école où Émilie. Les paparazzi attendaient devant son appartement. Les journalistes frappaient à sa porte tous les jours. Ses voisins évitaient son regard. La nuit, le silence était insupportable. Le pire moment est arrivé lorsqu'il a trouvé le cahier d'Émilie dans une boîte de vieilles affaires. Elle avait écrit une petite histoire sur un lion courageux qui protégeait la forêt.
mais qui avait été enfermé par les autres animaux parce qu'il faisait trop peur. Elle l'avait dessiné en lion. Michael s'est effondré pour la première fois depuis son arrestation. Pas de colère, mais de vide. Tout ce qu'il avait construit, sa stabilité tranquille, sa réputation, le fragile pont qui le reliait à sa fille, avait disparu. Et il n'était pas sûr que cela reviendrait un jour. Si ce moment vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, de l'espoir, du chagrin, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur « J'aime » et partagez dans les commentaires ce que cette histoire vous inspire. Votre voix compte ici. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de lire exactement ce que vous ressentez en ce moment. Les jours se confondaient. Michael ne quittait presque pas son appartement. Stores baissés, téléphone éteint. Pas d'appétit. Il restait assis en silence. Même les informations ne passaient plus en fond sonore. Chaque bruit à l'extérieur lui semblait menaçant. Chaque coup frappé à la porte était une convocation potentielle. Chaque ombre lui rappelait que le monde ne le croyait pas. Mais un après-midi, une lettre glissa sous sa porte. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Juste un dessin au crayon représentant un lion avec une grande cicatrice sur le visage, et en dessous, écrit d'une écriture irrégulière, « Tu es toujours mon héros. Je t'aime, Emily. » Michael la fixa pendant ce qui lui sembla être des heures. Le dessin était plié autour d'une petite note. « Maman dit que je ne peux pas te voir, mais je m'en fiche. Je sais ce que tu as fait. Je t'aime. N'abandonne pas. » Il pleura pour la première fois depuis des semaines. Pas à cause de la douleur, mais parce que quelqu'un le voyait encore, croyait encore en lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il attendait dans un bureau d'aide juridique, il rencontra un homme nommé Jérôme Carter, la cinquantaine, le regard calme, les mains usées. Jérôme avait passé 3 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. « La vérité prend du temps », lui dit Jérôme, en lui tendant une bouteille d'eau. « Mais tu dois survivre assez longtemps pour la dire. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Michael. La vérité prend du temps, mais le silence tue. Jérôme a commencé à le voir chaque semaine, parfois juste pour discuter, parfois pour rester assis en silence. « Tu n'es pas brisé ?» lui a-t-il dit un jour. « Tu es meurtri, il y a une différence. » Michael s'est remis à écrire. Au début, il prenait simplement des notes dans son vieux cahier. Puis, il a écrit des lettres à Emily qu'il n'a jamais envoyées. Des réflexions, des souvenirs, des pensées. C'était comme s'il se reconstruisait petit à petit, mot après mot. Un matin, il s'est levé tôt et a couru pour la première fois depuis des mois. L'air froid lui brûlait les poumons. Mais la douleur était réelle, et la réalité était préférable à l'engourdissement. Il a également repris un livre que Jérôme lui avait recommandé, « Man's Search for Meaning », l'homme en quête de sens. Ce n'était pas magique, mais cela lui a rappelé que c'est la souffrance sans but qui brise les gens. S'il pouvait trouver un but, même maintenant, il pourrait peut-être supporter tout cela. Il a commencé à répondre aux messages en ligne, en faisant le tri parmi tous ceux qui s'accumulaient. L'un d'eux a retenu son attention. Celui d'une femme dont le fils se trouvait dans le parc ce jour-là. Elle le remerciait. Elle disait que son fils l'avait qualifié de homme courageux. Elle ajoutait « Ne laissez pas ce monde changer ce qui est vrai ». Peu à peu, Michael a cessé de se considérer comme un criminel. Il n'était pas parfait, il avait des défauts, mais il avait agi par instinct, pas par haine, par amour, pas par violence. Et pour la première fois depuis les sirènes, il avait l'impression d'avoir à nouveau une voix. Le tournant est arrivé discrètement, sans drame au tribunal ni coup de théâtre, juste un coup de téléphone. « Monsieur Reynolds, je m'appelle Thomas Grant, je suis avocat, et je pense que vous avez été injustement accusé. » Michael faillit raccrocher. Il en avait assez des promesses d'aide de la part d'inconnus. Mais quelque chose dans la voix de Thomas, ferme, clair, calme, le fit hésiter. « J'ai visionné les images, » poursuivit Thomas. « Quelqu'un m'a transmis les vidéos de surveillance. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous n'avez attaqué personne. Vous avez protégé ses enfants. » Michael s'appuya contre le comptoir de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. « Alors pourquoi tout le monde pense que je suis un monstre ? Parce que les monstres font les gros titres. Les héros mettent des gens mal à l'aise. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Lentement, de manière inégale, mais elles ont changé.
Thomas a accepté de défendre Michael gratuitement. Il a déposé des requêtes pour obtenir l'accès à toutes les images de vidéosurveillance de l'école. Michael a regardé certaines séquences pour la première fois. Il a vu le moment où il a rejoint les enfants, la façon dont il les a protégés, la façon dont il a hésité avant de se précipiter sur le tireur. Ce n'était pas de la rage, c'était de l'instinct. La vidéo est parvenue à une journaliste locale qui croyait encore aux nuances. Elle a publié un article intitulé « L'homme qui s'est interposé entre une arme et un enfant ». Il n'est pas devenu viral, pas au début. Mais il a fait des vagues là où il fallait. Un enseignant de l'école lui a envoyé un message « Ma fille fait partie des enfants que vous avez sauvés. Merci. Je suis désolé de la façon dont vous avez été traité. » Un autre a suivi « Si je devais choisir quelqu'un pour protéger mon enfant, je vous choisirais, à chaque fois. » Michael se sentait encore fragile, mais ses messages sont devenus son armure. Il a commencé à marcher tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il a repris ses habitudes, préparer ses repas, faire de petites courses, tenir son journal. Jérôme prenait régulièrement de ses nouvelles, lui rappelant de garder les pieds sur terre. « Tu ne te bats pas pour être un héros », lui disait-il. « Tu te bats pour être vu. » Pour la première fois depuis son arrestation, Michael s'exprima publiquement. Dans une brève interview, il déclara « Je n'ai pas agi parce que je suis courageux. J'ai agi parce que ces enfants n'avaient personne d'autre à ce moment-là. » La vidéo fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Les gens commencèrent à remettre en question les accusations. Des pétitions furent lancées. Des enseignants, des parents et même d'anciens camarades militaires exprimèrent leur soutien. Le vent n'avait pas encore complètement tourné, mais il commençait à changer. Pour la première fois depuis des mois, Michael a ouvert les stores de son appartement. La lumière a inondé la pièce. Il n'était pas encore libre, mais il n'était plus invisible. À chaque pas en avant, Michael sentait une ombre le suivre. À mesure que le soutien grandissait, la résistance s'intensifiait. Le procureur refusait d'abandonner les poursuites. Usage excessif de la force, insistait-il, quelle que soit l'intention. Son argument était clair. Michael n'était pas un agent des forces de l'ordre. Il n'était pas autorisé à intervenir. Il aurait dû attendre, affirmait-il. Laisser les professionnels qualifiés intervenir. Michael avait envie de hurler. Il n'y avait aucun professionnel dans les 10 secondes qui s'étaient écoulées. Juste lui, 3 enfants et un garçon armé. Pourtant, le doute s'est réinstallé. Et s'il avait attendu? Et s'il s'était contenté de crier au lieu de se précipiter? Le jeune aurait-il baissé son arme? Ou les noms des 3 enfants seraient-ils désormais gravés sur une plaque commémorative? L'incertitude le rongeait. Même avec les vidéos, même avec le soutien du public, la justice avançait au ralenti. Les dates d'audience étaient reportées. Les formalités administratives traînaient. Il passait des semaines sans nouvelles. Le silence était exaspérant. Un matin, Michael craqua. Il s'assit dans le couloir de son immeuble, le dos contre le mur, fixant la porte. Il ressentit à nouveau ce vide qu'il avait éprouvé la nuit suivant son arrestation. Le sentiment d'être englouti par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il ne répondit à aucun appel, pas même à ceux de Jérôme. Pendant 3 jours, il se renferma sur lui-même. C'est un dessin qui le sortit de sa torpeur, une autre enveloppe, un autre lion. Mais cette fois, le lion avait des larmes aux yeux et était entouré de petits lionceaux. Tu les as protégés, je m'en souviens. Ils s'en souviennent aussi. Émilie n'avait pas oublié. Et si elle croyait encore en lui? Peut-être qu'il pouvait aussi y croire. Michael se présenta à son rendez-vous suivant avec Thomas avec un regard plus clair. « Je ne veux pas que cela concerne uniquement moi, » dit-il. Nous avons vu ce qui se passe quand les gens agissent par peur. Je veux que cela ait un sens. Thomas acquiesça. Alors nous ferons en sorte que cela ait un sens. Ils commencèrent à préparer le procès. Michael répéta son témoignage. Pas seulement les faits, mais aussi ce qu'il ressentait. La vérité de ce moment-là. La terreur, l'instinct, l'humanité. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'être authentique. Mais le plus difficile n'était pas le procès. C'était les nuits où Émilie n'appelait pas, les week-ends qui passaient
sans la voir. L'ordonnance de garde était toujours en vigueur. Tant qu'il n'était pas innocenté, il ne pouvait pas s'approcher d'elle. C'était une blessure qui ne cicatrisait pas. Pourtant, Michael tenait bon. Il s'accrochait à sa vérité, à la voix de sa fille, à l'espoir qu'un jour, toute cette douleur deviendrait autre chose, quelque chose comme la justice. La salle d'audience était plus froide que Michael ne l'avait imaginé. Des murs pâles, trop d'écho et une horloge qui tic-taquait assez fort pour mesurer chaque respiration. Il était assis à la table de la défense, en costume repassé, les mains immobiles. En face de lui se trouvait le procureur, vif, sûr de lui, détaché. Et derrière eux, une poignée d'observateurs, des parents, des enseignants. Et Émilie, elle n'était pas censée être là. Sarah avait dit qu'elle la tiendrait à l'écart, mais elle était là, assise tranquillement au 3e rang, serrant quelque chose sur ses genoux. Michael déglutit péniblement. Il ne pouvait pas craquer maintenant. Le procès avançait lentement. Les preuves furent présentées. Les images de vidéosurveillance furent diffusées. Michael tressaillit en se voyant à l'écran. Il chargeait, luttait, immobilisait le garçon. Cela semblait violent. Cela semblait dangereux, mais cela avait sauvé des vies. Le procureur a invoqué l'imprudence. Il a affirmé que Michael avait aggravé la situation, qu'il avait pris la justice entre ses mains, qu'il avait été formé à l'usage de la force et aurait dû savoir mieux que quiconque. Puis vinrent les témoignages. La professeure dont les élèves s'étaient cachés dans le couloir prit la parole en premier. Sa voix tremblait. S'il n'était pas intervenu, je ne veux pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Puis, une mère se leva. Linda Myers. Mon fils était l'un des enfants dans la cour de récréation, a-t-elle déclaré, la main sur la poitrine. Quand il est rentré à la maison, il n'a pas parlé pendant des jours. Puis, un soir, il a dit « Le grand monsieur m'a sauvé ». Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu, il était comme un mur qui empêchait les mauvaises choses de m'atteindre. Sa voix s'est brisée. Mon fils est en vie, parce que Michael n'a pas attendu. Le procureur fit objection, arguant que c'était hors de propos et émotionnel. Le juge l'autorisa. Finalement, Michael monta à la barre. Il ne lut pas ses notes. Il n'avait pas répété. Je ne me suis pas réveillé ce jour-là en voulant me retrouver dans cette pièce. Commença-t-il. Je voulais juste faire mon travail, assurer la sécurité des enfants, c'est tout. Il leur a raconté ce qu'il avait vu, à quelle vitesse tout s'était passé, le peu de temps qu'il avait eu pour réfléchir. Comment la peur dans les yeux des enfants était la seule chose sur laquelle il s'était concentré. Je n'ai pas vu une menace, j'ai vu 3 enfants qui avaient besoin de quelqu'un, et j'ai couru vers eux, pas parce que je suis un héros, parce que je suis un père. Un silence s'ensuivit. Le jury délibéra pendant des heures. Chaque minute semblait s'étirer comme une corde sur le point de rompre. Quand ils sont revenus, le cœur de Michael battait si fort qu'il n'a pas entendu le greffier au début. Non coupable. Juste ces 2 mots. Mais ils ont résonné comme un coup de tonnerre. Des cris étouffés ont retenti. Certains ont pleuré. Thomas lui a serré l'épaule. Michael n'a pas bougé. Il a juste regardé Émilie. Elle s'est levée. Elle a brandi le dessin qu'elle avait caché dans son giron. C'était encore le lion. Mais cette fois, il souriait. Michael expira, pour la première fois depuis des mois. Dehors, les journalistes se pressaient. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la soirée, loin des caméras et de la foule, Émilie courut vers lui dans le parking. Elle se jeta dans ses bras. « J'ai dit à tout le monde que tu étais un héros », murmura-t-elle. Michael la serra contre lui, les yeux fermés, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Le poids de la honte, de la peur et du doute commença à s'enlever de ses épaules. Il n'avait pas besoin que le monde lui donne un nom. Sa fille savait déjà qui il était, et cela lui suffisait. Michael n'aurait jamais imaginé que faire ce qu'il fallait lui coûterait presque tout. Il avait toujours cru que son courage serait reconnu, que son intégrité le protégerait. Mais ce qu'il a appris était plus difficile à accepter. Parfois, le monde n'applaudit pas le courage. Parfois, il le punit. Il a appris que les gens jugent rapidement ce qu'ils ne comprennent pas,
que les gros titres vont plus vite que la vérité, et que le silence, lorsqu'il est associé à la peur, peut transformer un protecteur en suspect aux yeux du public. Mais il a également appris que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut percer. Une lettre de sa fille, un avocat qui croyait en lui, un inconnu qui lui a dit « Merci ». Ces petits gestes d'humanité l'ont sauvé plus que n'importe quel verdict. L'histoire de Michael n'est pas seulement une histoire de justice, c'est une histoire d'endurance. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'accroche à sa vérité alors que le monde lui dit de la laisser tomber. C'est l'histoire de la force qu'il faut pour rester debout, non pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on refuse de disparaître. Et surtout, c'est une histoire sur le pouvoir discret d'être vu. Car ce n'est pas le fait d'être qualifié de héros qui a sauvé Michael, c'est le fait d'avoir été cru. Après le procès, Michael n'est pas retourné à l'école. Non pas parce qu'il n'était pas le bienvenu, car il l'était. Le directeur lui a même proposé de reprendre son poste. Mais Michael savait que son chapitre là-bas était terminé. Il avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui transformerait sa douleur en objectif. Avec l'aide de Thomas et de quelques leaders communautaires, Michael a lancé un programme appelé First Shield. Sa mission était simple, former le personnel scolaire et les bénévoles à la gestion des crises, à la sensibilisation au traumatisme et aux méthodes de protection non létales. Non pas pour transformer les écoles en forteresses, mais pour donner du pouvoir aux personnes qui s'y trouvent. Il a pris la parole dans des lycées, des centres communautaires et des mairies. Pas en tant que soldat, pas en tant qu'agent de sécurité, en tant qu'homme qui avait été incompris et qui comprenait désormais le prix du silence. Michael n'a jamais demandé à être une personnalité publique, mais des histoires comme la sienne ne restent pas secrètes. Des podcasts, des médias d'information et même des équipes de documentaires l'ont contacté. Il a refusé la plupart d'entre eux. « Si je dois parler, a-t-il dit à Thomas, ce doit être pour quelque chose qui compte. » Mais ce qui comptait le plus, c'était Émilie. L'accord de garde a été modifié. Peu à peu, Michael a repris sa place dans la vie de sa fille, pas seulement le week-end ou dans les documents judiciaires, mais dans la vie réelle. Pique-nique, projet scientifique, histoire avant de se coucher. Émilie lui a dit un jour « Je me fiche de ce qu'ils ont dit, tu es mon refuge ». C'est cela, plus que tout, qui est devenu son héritage. Qu'auriez-vous fait à la place de Michael? À un moment où chaque seconde comptait, auriez-vous agi? Auriez-vous attendu? Auriez-vous pris le risque d'être mal compris pour protéger quelqu'un d'autre? L'histoire de Michael nous oblige à affronter une vérité dérangeante. Faire ce qui est juste n'est pas toujours évident. Cela ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Parfois, cela s'accompagne de menottes, de gros titres et de jugements. Mais malgré tout, cela en vaut la peine. Car quelqu'un, quelque part, pourrait être en vie demain grâce à un choix que vous avez fait aujourd'hui. Nous voulons maintenant connaître votre opinion. Pensez-vous que Michael a été traité équitablement? Les héros doivent-ils prouver leurs intentions après avoir sauvé des vies? Faites-nous part de vos commentaires, partagez vos réflexions, vos émotions, votre histoire. Et si cette vidéo vous a ému, si elle vous a fait réfléchir ou même verser une larme, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que la vérité compte encore. Car le monde n'a pas seulement besoin de plus de héros, il a besoin de plus de gens prêts à les comprendre.